En période de crise, certaines personnes se lèvent et changent le monde. D'autres persévèrent discrètement, offrant espoir et aide pratique quand c'est le plus nécessaire. Aujourd'hui, nous explorons des histoires de résilience et de service à travers 3 livres puissants. De l'esprit infatigable de Clara Barton, fondatrice de la Croix-Rouge américaine, à une jeune femme découvrant son lien avec cette figure légendaire dans La femme sur la photo, en passant par le chef José Andrés, nourrissant ceux dans le besoin lors de catastrophes modernes. Ces histoires nous rappellent qu'une seule personne peut faire une différence profonde. Bienvenue à Gateway Books par Crescents, où nous explorons les histoires qui relient la fiction historique aux réalités du passé et aux questions qui façonnent encore notre présent. Je suis votre hôte, Cindy Cruz, et aujourd'hui nous réfléchissons à ce que signifie servir en temps de crise. Lorsque le monde semble s'effondrer, il y a toujours des individus qui se manifestent, certains en première ligne, d'autres en coulisses, mais tous ont un impact qui résonne à travers le temps. Dans cet épisode, nous examinons des histoires de service, de courage et de communauté à travers 3 livres captivants. Dans The Woman in the Photo de Mary Hogan, nous explorerons le parcours d'une jeune femme découvrant son lien avec Clara Barton, la légendaire fondatrice de la Croix-Rouge américaine. Ensuite, nous plongerons dans Clara Barton, Professional Angel d'Elizabeth Brown Pryor, pour découvrir comment l'engagement inlassable de Barton a transformé le paysage de la réponse aux catastrophes. Et enfin, nous réfléchirons au travail humanitaire moderne avec Change the Recipe de José Andrés, dont l'approche pour nourrir les personnes en crise redéfinit le pouvoir d'un seul repas. Si vous êtes passionné par les histoires qui mettent en lumière la résilience humaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer ces récits incroyables. Maintenant, commençons. Qui est la femme sur la photo? Dans le livre de Mary Hogan, une simple image dévoile une puissante histoire de courage, d'héritage et de l'attrait de l'histoire. Sur fond de la catastrophe de l'inondation de Johnstown en 1899, le roman entrelace 2 chronologies. Elizabeth Haberlin, une mondaine privilégiée dont la vie change à jamais lorsque le désastre frappe, et Lee Parker, une adolescente moderne essayant de reconstituer l'histoire de sa famille. Au cœur des 2 histoires se trouve une seule photographie qui relie ces 2 femmes à travers un siècle et révèle un héritage de service face à la crise. L'histoire d'Elizabeth commence dans les salles dorées du domaine familial, où la vie est confortable et prévisible. Mais juste au-delà des portes de son monde privilégié se trouve une réalité différente, la communauté ouvrière de Johnstown, en Pennsylvanie. Bien qu'Elizabeth soit en grande partie inconsciente des difficultés rencontrées par les habitants de la ville, cette déconnexion est sur le point d'être brisée par un événement catastrophique. L'inondation de Johnstown, qui a dévasté la ville, n'était pas seulement une catastrophe naturelle, c'était une catastrophe causée par l'homme. Le barrage de South Fork avait été initialement construit comme une structure en terre retenant le lac Conemaugh, au-dessus de la vallée. Cependant, au fil du temps, le barrage a subi une série de modifications très discutables. Le barrage a été abaissé pour construire une route à travers lui, affaiblissant ainsi sa structure. Les grilles du déversoir du barrage, conçues pour empêcher les débris d'entrer, se sont obstruées avec du limon et des déchets, réduisant sa capacité à soulager la pression lors de fortes pluies. De plus, les propriétaires n'ont jamais correctement entretenu le barrage, ignorant les avertissements concernant sa vulnérabilité. Le 31 mai 1889, après des jours de pluies incessantes, le barrage a finalement cédé, envoyant 20 millions de tonnes d'eau s'écraser sur Johnstown. La force de l'inondation était si immense qu'elle a détruit des bâtiments, déraciné des arbres et tué plus de 2200 personnes. Cette catastrophe n'était pas seulement un événement naturel malheureux, mais le résultat de la négligence et de la cupidité. Ceux au pouvoir, des industriels riches qui possédèrent le barrage, n'ont pas pris au sérieux la sécurité de la ville en contrebas. À ce moment-là, Elizabeth est confrontée à un choix: se retirer en sécurité ou rester et aider. En étant témoin de la dévastation de près, elle découvre une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas, une partie capable de force, de résilience et de volonté de servir. Ce qui rend la transformation d'Elizabeth si profonde, ce n'est pas seulement l'ampleur du désastre, mais la manière dont il dépouille ses illusions sur le privilège. Avant l'inondation, le monde d'Elizabeth est défini par le confort et la prévisibilité. Son identité est liée à son statut familial, mais lorsque la catastrophe frappe, rien de tout cela n'a d'importance. Debout, au milieu des ruines, Elizabeth réalise que la richesse ne peut pas la protéger de la tragédie, et pour la première fois, elle se voit comme faisant partie d'une communauté souffrante plus large.
Cette révélation est troublante, mais elle libère aussi quelque chose en Élisabeth, une détermination farouche à se rendre utile. Elle ne reste pas les bras croisés. Elle apprend à panser les plaies, à distribuer de la nourriture et à offrir du réconfort à ceux qui ont tout perdu. Dans ses actes, elle commence à se voir non pas comme une étrangère observant de l'extérieur, mais comme quelqu'un capable de faire une différence. L'un des moments les plus captivants du parcours d'Elizabeth est l'arrivée de Clara Barton. Voir Barton en action, coordonnant les fournitures, soignant les blessés et mobilisant les bénévoles, offre à Elizabeth un modèle de leadership fondé, non pas sur l'autorité, mais sur la compassion. L'engagement infatigable de Clara pousse Elizabeth à abandonner complètement son ancienne identité, remplaçant le privilège par la responsabilité. Pendant ce temps, l'histoire de Lee se déroule de nos jours. Adoptée bébé et élevée par une famille aimante, Lee s'est toujours interrogée sur ses origines biologiques. Lorsque la photo apparaît, elle devient obsédée par l'idée d'en savoir plus, poussée non seulement par la curiosité, mais aussi par le désir de comprendre sa propre place dans le monde. Sa quête la conduit à découvrir l'héritage d'Elizabeth et, ce faisant, à affronter ce que signifie hériter d'une histoire façonnée par le courage et la compassion. Le roman ne présente pas seulement le service comme un acte extraordinaire. Il montre comment les moments de crise révèlent notre véritable nature. La transformation d'Elizabeth, passant de mondaine à servante de sa communauté, se reflète dans la prise de conscience de Lee que comprendre son passé signifie reconnaître les sacrifices de ceux qui l'ont précédé. Clara Barton sert de figure centrale reliant ces histoires. Son engagement indéfectible à aider ceux qui en ont besoin laisse une empreinte, non seulement sur Elizabeth, mais aussi sur les générations à venir. Pour Elizabeth et Lee, l'histoire de Barton rappelle que le service n'est pas seulement un acte, mais un héritage qui perdure bien après la fin de la crise. Au fond, la femme sur la photo nous pousse à réfléchir à la manière dont nous réagirions en cas de crise. Elle nous incite à nous demander si nous serions capables de transformer nos propres vies par le service ou si nous aurions du mal à trouver un but au milieu du chaos. Serions-nous à la hauteur, motivés par l'empathie et le sens du devoir, ou nous retirerions-nous, accablés par l'ampleur de la situation? À mesure que nous avançons, nous continuerons à explorer comment l'impulsion de servir surgit dans des endroits inattendus et comment, même dans les moments les plus sombres, certaines personnes trouvent un moyen d'aider les autres, laissant un héritage qui perdure bien au-delà des moments de crise. Quand nous pensons au service en temps de crise, peu de figures se dressent aussi haut que Clara Barton. Souvent appelée l'ange du champ de bataille, l'engagement inlassable de Barton à aider ceux dans le besoin a fait d'elle une figure pionnière dans le travail humanitaire. Mais qui était-elle au-delà du champ de bataille? Dans Clara Barton, Professional Angel, par Elizabeth Brown Pryor, nous obtenons une compréhension plus profonde de la femme derrière le mythe, ses motivations, ses luttes et l'impact profond de son travail. L'histoire de Clara Barton ne se résume pas à la fondation de la Croix-Rouge américaine, c'est aussi les défis qu'elle a dû relever pour concrétiser sa vision. Née en 1821, Barton a grandi à North Oxford, dans le Massachusetts, au sein d'une famille qui valorisait le travail acharné et l'intégrité. Même enfant, elle montrait un instinct remarquable pour prendre soin des autres, en soignant son frère David après une grave blessure. Cette première expérience de soins a planté la graine de ce qui deviendrait son dévouement à vie au service des autres. Pendant la guerre de Sécession, Barton se sentit attiré par les lignes de front où elle fournissait nourriture, fourniture médicale et réconfort aux soldats blessés. C'est à cette époque que sa réputation de ange du champ de bataille prit forme. Barton ne se contentait pas de livrer des fournitures, elle restait avec les blessés, les réconfortant dans la douleur et la peur. Sa présence au milieu du chaos n'était pas seulement pratique, mais profondément humaine. Ce qui distinguait Barton, c'était son refus d'accepter des limitations sur où et comment elle pouvait aider. À une époque où les femmes étaient largement confinées à des rôles traditionnels, Barton insistait pour être là où le besoin était le plus grand, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Sa détermination à atteindre les lignes de front, malgré l'opposition des responsables militaires, témoignait de son engagement inébranlable. Pour Barton, le service n'était pas un rôle, mais une vocation que ni la Convention ni la peur ne pouvaient faire taire. Après la guerre, le travail de Barton était loin d'être terminé. Elle est devenue une défenseuse infatigable des vétérans, aidant les familles à retrouver les soldats disparus et travaillant à identifier ceux enterrés dans des tombes anonymes.
mais l'héritage de Barton se concrétiserait en 1881 lorsqu'elle fonda la Croix-Rouge américaine, mettant les idéaux de l'aide humanitaire au premier plan de la vie américaine. Le livre explore comment la vision de Barton pour la Croix-Rouge allait au-delà du simple secours d'urgence. Pour Barton, aider les gens ne se limitait pas à offrir une aide en cas de crise, il s'agissait de créer un système de soins qui pourrait être mobilisé en toute situation d'urgence, que ce soit sur le champ de bataille ou à la suite d'une catastrophe naturelle. Elle envisageait une Croix-Rouge comme une institution permanente, capable de se préparer à toute calamité, qu'elle soit d'origine humaine ou naturelle. Cette vision marquait une rupture avec les approches précédentes de l'aide en cas de catastrophe, où les efforts étaient souvent spontanés et non coordonnés. En formalisant le processus et en insistant sur la préparation, Barton a jeté les bases de la réponse humanitaire moderne. Sous sa direction, la mission de l'organisation s'est élargie et Barton a personnellement dirigé les efforts de secours lors de l'inondation de Johnstown en 1889. Voyant de ses propres yeux la dévastation causée par la négligence et la mauvaise ingénierie, Barton s'est une fois de plus placé au centre de la réponse, veillant à ce que l'aide soit distribuée de manière efficace et compatissante. Cependant, le dévouement de Barton a eu un coût personnel. Bien que son travail ait été célébré par beaucoup, il a également suscité des critiques de la part de ceux qui considéraient son approche comme non conventionnelle et obstinée. Elle a fait face à la résistance non seulement des traditionalistes, qui croyaient que la place d'une femme était loin du champ de bataille, mais aussi de collègues masculins au sein des cercles humanitaires qui doutaient de son leadership. L'indépendance farouche de Barton et son dévouement inébranlable à sa cause l'ont souvent laissé isolé, tant sur le plan professionnel que personnel. Pourtant, cette isolation ne fit que renforcer sa détermination. Elle comprenait que briser de nouvelles barrières signifiait souvent marcher seule. La vie de Clara Barton est un témoignage de la puissance de la résilience et de la conviction. Elle n'a pas seulement défié les normes sociales, elle les a redéfinies, prouvant que la compassion d'une seule personne peut changer le cours de l'histoire. Son acharnement à être présente, là où l'aide était nécessaire, malgré le danger ou l'opposition, a fait d'elle une icône de service et de sacrifice. Alors que nous continuons, nous réfléchirons aux questions plus profondes que soulèvent des histoires comme celle de Barton. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se manifester en temps de crise? Est-ce un sens du devoir, de la compassion, ou quelque chose de plus inné? Et lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer, comment décidons-nous d'agir ou de nous retirer? Comprendre ces impulsions peut nous aider à voir non seulement l'héritage d'un individu remarquable, mais aussi la capacité humaine durable à choisir le service plutôt que le silence. Lorsque des catastrophes surviennent, certaines personnes se précipitent en première ligne, non pas avec des armes ou des agendas politiques, mais avec de la nourriture. José Andrés est l'une de ces personnes remarquables. En tant que chef de renommée mondiale et fondateur de World Central Kitchen, Andrés a transformé ses compétences culinaires en une force bénéfique, nourrissant des communautés en crise et démontrant comment la nourriture peut être un outil puissant pour la guérison et la solidarité. Dans le livre Change the Recipe, Andrés partage son parcours d'un chef renommé à un leader humanitaire. Ce qui le distingue, c'est sa conviction que la nourriture est plus qu'une simple subsistance. C'est un moyen de restaurer la dignité et l'espoir. Qu'il s'agisse de nourrir les survivants des ouragans ou les réfugiés fuyant les conflits, Andrés s'est donné pour mission de s'assurer que la nourriture parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. L'un des aspects les plus frappants de l'approche d'Andrés est sa simplicité. Il n'attend pas de plan élaboré ou de conditions parfaites. Il agit. Lorsque l'ouragan Maria a dévasté Porto Rico, laissant des millions de personnes sans électricité ni eau potable, Andrés et son équipe ont installé des cuisines en quelques jours. Ils n'ont pas attendu de permission ou de directives gouvernementales, ils ont simplement commencé à cuisiner. Cet instinct d'agir, de s'adapter et d'improviser reflète la philosophie d'Andrés. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et faites-le maintenant. À un moment où les grandes organisations débattirent de la logistique, il a mobilisé des bénévoles, trouvé des ingrédients locaux et livré des repas directement à ceux qui en avaient besoin. Le travail d'Andrés remet également en question les idées conventionnelles sur l'aide. Traditionnellement, les secours en cas de catastrophe ont suivi une approche descendante, ancrée dans des réponses structurelles et une prise de décision centralisée. Ce modèle, établi en partie par des pionniers humanitaires comme Clara Barton, se concentre sur l'organisation de l'aide par des canaux formels, garantissant cohérence et coordination. Et, bien que cette approche soit efficace pour construire des systèmes fiables, elle peut parfois avoir du mal à répondre à l'urgence que les crises modernes exigent. José Andrés adopte une perspective différente, qui renverse le scénario en mettant l'accent sur l'action locale et l'implication communautaire. Au lieu d'attendre des fonds ou des approbations, il mobilise les ressources locales en impliquant directement les communautés dans le processus. Ce faisant, il ne se contente pas de fournir des repas, mais redonne également un sentiment d'autonomie aux personnes touchées.
Un exemple de cette approche a eu lieu pendant la pandémie de COVID-19. Alors que les restaurants fermaient et que des millions de personnes faisaient face à l'insécurité alimentaire, Andrés a transformé les cuisines fermées en sites de préparation de repas, en s'associant avec des chefs locaux pour maintenir les travailleurs employés tout en nourrissant ceux dans le besoin. Cet impact double, nourrir les communautés tout en soutenant l'industrie alimentaire, souligne son engagement envers des solutions holistiques. Plutôt que de voir la crise comme un problème unique, il y a vu une opportunité de s'attaquer simultanément à la faim et à la stabilité économique. Cette adaptabilité a également marqué sa réponse à la guerre en Ukraine. Lorsque le conflit a déplacé d'innombrables familles, Andrés et son équipe ont installé des cuisines aux frontières, nourrissant les réfugiés qui avaient fui avec peu plus que les vêtements sur leur dos. Dans un environnement chaotique et incertain, la nourriture est devenue non seulement une source de nutrition, mais aussi un moment de normalité et de réconfort. Pour Andrés, l'acte de nourrir est intrinsèquement lié à la dignité humaine. Quelles que soient les circonstances, les gens méritent de bien manger. L'approche d'Andrés est unique en ce qu'il refuse d'accepter que la crise doive signifier la déshumanisation. De nombreux grands efforts d'aide se concentrent sur l'efficacité, en éliminant la chaleur et la communauté que les repas créent naturellement. Mais Andrés insiste sur le fait que partager de la nourriture est intrinsèquement humain. Sa philosophie influence tout, de ses choix d'ingrédients à son insistance pour que les bénévoles servent avec gentillesse. Il s'agit d'être présent, de montrer sa présence et de rappeler aux gens qu'ils comptent. La volonté d'Andrés de s'opposer à la bureaucratie a fait de World Central Kitchen un modèle de réponse humanitaire agile. Là où d'autres organisations voient des obstacles, Andrés voit des solutions potentielles. Au lieu d'être découragé par les défis logistiques, il se demande « Que pouvons-nous faire maintenant ?» Cette mentalité proactive non seulement nourrit les gens, mais inspire également les communautés à se rassembler dans la solidarité. Son travail nous invite également à repenser nos propres rôles dans la gestion des crises. Souvent, nous attendons le plan parfait, les conditions idéales pour faire une différence. Mais l'histoire d'Andrés nous apprend que parfois, une action imparfaite vaut mieux que d'attendre la perfection. En embrassant le chaos et en avançant avec ce qui est disponible, il transforme un échec potentiel en progrès significatif. En situation de crise, la nourriture est souvent traitée comme un problème logistique. Les calories sont calculées, les rations distribuées, et Andrés voit les repas comme une expression de l'humanité. Il insiste sur le fait que la nourriture doit être savoureuse, même lorsqu'elle est servie en situation d'urgence. Un repas chaud et savoureux peut communiquer de l'attention, rappelant aux gens qu'ils ne sont pas oubliés. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de nourrir les corps, mais aussi de nourrir les esprits. Tout au long de Change the Recipe, Andrés raconte les défis de la mobilisation des cuisines dans les zones sinistrées. Trouver des ingrédients, gérer les pannes d'infrastructures et mobiliser les communautés pour aider. Pourtant, au milieu de toutes ces difficultés, il trouve l'opportunité de redéfinir ce que signifie servir. Que ce soit à Porto Rico, en Haïti ou en Ukraine, ces équipes se concentrent sur la flexibilité et le respect, en construisant des cuisines comme des centres communautaires plutôt que des points de distribution impersonnels. Et ce qui rend l'histoire d'Andrés si puissante, c'est son refus de séparer son identité de chef de son rôle d'humanitaire. Il ne voit pas la cuisine simplement comme un travail, mais comme un moyen de se connecter avec les gens dans leurs moments les plus vulnérables. À une époque où les communautés du monde entier sont mises à l'épreuve par des catastrophes naturelles, des conflits et des crises humanitaires, l'exemple d'Andrés nous montre que le service n'a pas besoin d'être compliqué pour être significatif. Parfois, c'est aussi simple que de nourrir ses voisins, aussi profond que de se présenter quand l'aide est nécessaire. La recette du changement, selon Andrés, ne repose pas sur la perfection, mais sur la présence et l'action. Son histoire nous encourage à penser au-delà des limites conventionnelles et à considérer comment de petites actions immédiates peuvent avoir un effet profond. Dans un monde rempli de crises, l'optimisme inébranlable et l'engagement d'Andrés à agir nous rappellent que le service ne consiste pas à attendre le moment parfait ou le grand geste. Il s'agit de se présenter, de choisir d'agir et de croire que même les plus petits efforts peuvent déclencher un changement. Face à l'adversité, la véritable question n'est pas de savoir si nous pouvons faire une différence, mais si nous sommes prêts à essayer. Comme nous l'avons vu, certaines personnes servent par devoir tandis que d'autres réagissent instinctivement. Que ce soit Elizabeth Haberlin, choisissant d'aider sa communauté dévastée, Clara Barton redéfinissant la réponse aux catastrophes, ou José Andrés, utilisant la nourriture pour restaurer la dignité en temps de crise. Ces histoires nous rappellent que le service peut prendre de nombreuses formes. Il peut être structuré et organisé comme la Croix-Rouge, ou spontané et immédiat, comme une cuisine improvisée après un ouragan.
Ce qui unit ces actes, c'est la volonté de faire face à l'adversité et d'agir, même lorsque le chemin est incertain. La crise ne fait pas que révéler la fragilité humaine, elle met aussi en lumière notre capacité à prendre soin et à guérir. Ces histoires nous poussent à affronter des questions intenses. En période de crise, comment décidons-nous d'agir ou de reculer? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à servir tandis que d'autres restent en retrait? Est-ce l'instinct, le courage, le sens du devoir? Et qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre la compassion avant le confort, pour choisir le risque plutôt que la sécurité lorsque d'autres ont besoin d'aide? En réfléchissant à ces histoires, nous nous demandons si nous aurions nous aussi la détermination de nous avancer lorsque le monde appelle à l'aide. Ces questions persistent car elles nous obligent à considérer nos propres choix, notre propre capacité à servir quand cela compte vraiment. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode de Gateway Books par Crestance. Si vous avez apprécié notre exploration de la résilience et du service aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager le podcast. Votre soutien nous aide à continuer à donner vie à ces histoires. Ici, chez Crestance, nous croyons au pouvoir des histoires pour inspirer l'action et la réflexion. Notre mission est de créer un espace où la littérature et l'histoire se rejoignent, nous aidant à comprendre le passé et le présent. Visitez-nous sur crestance.com pour explorer plus de contenu, y compris notre sélection de livres inspirants, d'équipements et de décorations pour la maison. Faites-nous part de vos impressions sur l'épisode d'aujourd'hui dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Sur quoi ces histoires vous ont-elles fait réfléchir? Comment ont-elles changé votre propre compréhension du service en temps de crise? Restez curieux. Continuez à lire et rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous continuons à relier les mondes de la fiction et de l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à chercher des histoires qui vous touchent.